Donc pour ceux qui n'étaient pas là aux ateliers, je vous rappelle que la session est enregistrée et diffusée en direct. Donc merci d'avoir un comportement normal. Exemplaire. La planète nous regarde. J'en profite pour rappeler que toutes les présentations, y compris celle qui va venir, seront disponibles sur le portail, ainsi que les vidéos courantes de la semaine. Que les chambres doivent être libérées pour 10 heures au plus tard et que les pouvoirs attendent ceux qui ne les ont pas récupérés demain matin, dès 8 heures, à la réception. On a encore 4 minutes, par respect pour les gens qui se connectent. Direct dans 2 minutes. Bloque pas le passage. Non, non. Pardon. La régie, c'est bon? Ok, c'est parti. Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes confortablement installés pour assister à notre cérémonie de remise du 13e prix littéraire national de l'audiolecture. Mais pas que, parce qu'on va aussi faire d'autres choses. Merci bien sûr par courtoisie de bien vouloir rallumer vos portables seulement tout à l'heure à la sortie. Un petit peu de temps et nous allons pouvoir commencer. Monsieur le maire d'Écully n'ayant pas pu se joindre à nous, c'est dommage, mais il a délégué 2 de ses adjoints qui tout à l'heure vont nous dire un petit mot. Donc il s'agit de Madame Brigitte Rameau et de Monsieur Jean-Jacques Margaine, respectivement délégués pour Madame adjointe déléguée à l'éducation et au handicap, et Monsieur Jean-Jacques Margaine, qui est adjoint à la culture. Ça va tout à fait avec le programme qui est le nôtre. Monsieur le président de l'ADV, mon cher Pierre-Marie, Monsieur le second vice-gouverneur du district Centre-Sud, Bernard Noyer, qui nous fait l'honneur de sa présence, Monsieur et Madame les représentants de la société Odigo, que je vais par familiarité et facilité appeler Camille et Alain, parce que Camille a un nom un petit peu compliqué, mais vous le voyez, voilà. Monsieur Brugnot, qui est représentant, qui est ici présent devant nous,
représentant de la société Access Solutions, et notre parrain, alors j'aurais peut-être pas dû terminer par lui dans cette liste protocolaire, mais c'est notre parrain, M. Bernard Thomasson, parrain de l'ADV, qui nous fait l'honneur, en quelque sorte, de présider cette cérémonie. Quant à vous, chers amis congressistes, et à tous ceux qui nous suivent sur Internet, soyez tous salués en vos grades et qualités. Madame et monsieur, si vous voulez bien, élus d'Écully, qui nous accueillent aujourd'hui, la ville d'Écully nous accueille à bras ouverts. Ils ont un impératif horaire et donc on va leur donner la parole tout de suite. Madame, Messieurs, bonjour. Quelques protocoles obligatoires, c'est les remerciements. Donc, déjà, j'excuse encore une fois Monsieur le maire qui n'a pas pu être là. Je remercie Monsieur Fèvre-Darcier qui est donc le responsable de Valprès pour nous accueillir comme il le fait si bien. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie les bénévoles, je remercie les donneurs de temps, les donneurs de son, de voix, pardon. Je savais que j'allais me planter un moment. Et bien sûr, je remercie donc l'autrice, hein, c'est ça qu'on dit maintenant, l'autrice, de sa présence et je la félicite pour son prix. Effectivement, donc notre présence est complètement justifiée puisque je représente la culture à Écully et Brigitte représente le handicap. Et c'est d'autant plus important et nous sommes d'autant plus contents d'être avec vous aujourd'hui. C'est que dans notre début de mandat, on a voulu, Brigitte et moi, vraiment travailler le plus étroitement possible entre la culture, l'éducation et le handicap. Mon plan de mandat, c'était 4 directions assez simple à tenir: l'ouverture au monde, l'intergénération, l'inclusion et le vivre ensemble. Autour de trois verbes que je trouve représentatifs de ce que doit être la culture: divertir, éclairer et éduquer. Donc on est heureux que eh bien, cette intergénération, cette inclusion pour les porteurs de handicap, qu'ils soient visuels, cognitifs ou moteurs, puisse leur permettre, grâce aux livres audio, de se divertir, d'être éclairés et d'être éduqués au même titre que tout le monde. Voilà, donc c'était cela que je tenais à vous dire au nom de Monsieur le maire et au nom de l'adjoint à la culture. Et bravo en tout cas pour tout ce que vous faites dans toute la France. Bravo encore une fois aux bénévoles, nombreux bénévoles qui, sans eux, ne pourraient pas faire de cette association ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous remercie et je laisse la parole donc à Brigitte pour parler plus du handicap. Voilà. Voilà, c'est un honneur d'être invitée ici parmi vous. Alors c'est vrai que de profession, je suis éducatrice spécialisée. Donc j'ai effectivement connu les troubles de lecture, le non-accès à la lecture, beaucoup d'enfants non lecteurs. Et au cours de mon exercice professionnel, et depuis que je suis élue, ben c'est vrai que je suis très sensible à cette double délégation éducation et handicap, parce qu'il faut créer des ponts. Voilà, donc sur l'inclusion, sur tout ce que vous savez. Donc vous permettez à des personnes malvoyantes ou à des personnes avec des troubles dyslexiques d'avoir accès à de nombreux ouvrages scolaires, romans, ouvrages historiques. C'est vraiment très important pour eux. Par vos voix, bah, vous donnez du rêve, vous donnez de l'évasion, comme tout un chacun quand nous sommes devant un livre, et à tous ces citoyens qui sont en situation de handicap. Et je trouve que c'est vraiment un très bel engagement de bénévolat. Et au nom de la mairie d'Écully, bah, je vous remercie vraiment sincèrement et bravo à tous pour votre disponibilité. Alors, nous voici réunis pour la, je dis deuxième, je ne vais pas dire seconde, on ne sait jamais, il pourrait y en avoir une troisième. Donc, pour la deuxième fois, nous sommes réunis à Écully, dans cette belle résidence, sous les frondaisons de ces très beaux arbres et bambous du parc, pour notre congrès annuel et également notre assemblée générale qui aura lieu demain matin.
C'est un temps fort pour tous les bénévoles de l'ADV, un temps de convivialité, mais aussi un temps d'échange, d'information et la célébration d'un certain nombre des événements, comme ce prix littéraire. Merci à Pierre-Marie de bien vouloir officiellement ouvrir la séance. Merci, ma très chère chef de protocole, avec 2 F. Et c'est vrai qu'elle est rodée à l'exercice depuis plusieurs années. Ça se passe en général assez bien. Voilà. Donc, je déclare ouverte cette 13e cérémonie du prix littéraire PLNA, prix littéraire national de lecture. Par contre, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue, malgré tout, vers notre amie Marie-Françoise. J'ai encore eu ce matin au téléphone, bon, qui a des problèmes de santé. On le sentait venir depuis quelques semaines. C'est vrai que là, elle était vraiment en incapacité de se déplacer. Donc voilà, Marie-Françoise, si je crois que tu es en direct, tu es connectée, comme tu sais faire d'ailleurs. Bon, et comme on dit vulgairement, je te fais une grosse bise sur les fins de nos mails en général. Voilà. Bonne soirée. Alors, avant de célébrer la lauréate et son œuvre, nous allons d'abord donner la parole à notre parrain, M. Bernard Thomasson. Si vous voulez bien venir là, ici. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, que je vous ai déjà croisé depuis ce matin, donc je suis un peu plus grand. Donc, on va essayer de remonter. Ouais, ça va, c'est pas grave, tout va bien, c'est pas grave. Je maîtrise plus les micros, c'est fini. Ah, je vais prendre la main, voilà, c'est pas bête. Ah, ben ça va mieux comme ça. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors déjà, pour des donneurs de voix comme vous, pardonnez la mienne, qui depuis quelques jours est en train de s'en aller, j'ai dû attraper un petit coup de froid. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que ce sont des retrouvailles en quelque sorte. J'étais avec vous en 2016 et non pas en 2019. Je crois que le temps passe plus vite qu'on le croit, mais c'était bien 2016, ça fait déjà un petit moment, du côté de Bagnolet au Novotel, où vous m'aviez remis ce prix national de l'audiolecture pour mon roman Un été sans alcool. Et j'en avais été très touché. Je vous avais expliqué à l'époque que pour moi qui pratique la voix au quotidien à la radio depuis déjà plus de 30 ans, la voix est l'outil. D'abord, c'est le premier lien social, la voix. Quand on discute avec quelqu'un, on parle, on lui parle, on le regarde évidemment, mais la voix est très importante. Et la manière dont vous offrez la vôtre à des gens qui n'ont pas l'accès à la lecture, deuxième élément très important pour moi, la lecture, l'écriture, la littérature. Eh bien, votre travail m'a absolument bouleversé, touché. Donc, j'ai été très heureux quand Pierre-Marie est venu me voir à Brive, à la foire du livre de Brive. Il est venu me voir un jour. Il est venu spécialement, je crois, de Perpignan pour me rencontrer et me proposer d'être votre parrain. J'ai peu hésité, je dois dire, parce que alors, je mets ma petite notoriété à votre service si je peux, hein, mais j'ai peu hésité pour ces raisons-là, parce que la voix est à mon sens, un outil indispensable de la vie. La voix, c'est ce qui, vous l'avez prononcé, madame, c'est aussi le rêve, c'est l'imaginaire. C'est ce que n'offre pas forcément toujours l'image. Et la voix permet ça, de recréer dans son imaginaire l'histoire qu'on est en train d'écouter. Et j'ai appris en 2016, quand je vous ai rencontré pour la première fois, que quand on lit un livre, il ne faut surtout pas le surjouer. C'est-à-dire qu'il faut le lire de manière la plus neutre possible, ce qui est un exercice très difficile. Et donc, je vous admire aussi pour cela, pour la manière dont vous permettez à ceux qui lisent les livres par la voix que vous leur offrez de provoquer leurs propres émotions, leur propre imaginaire. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, j'ai accepté avec plaisir d'être votre parrain. Pierre-André m'a fait visiter le centre, la bibliothèque sonore de Perpignan, qu'il dirige, enfin, dans laquelle il est. Donc j'ai vu à peu près la manière dont vous travaillez, les outils dont vous disposez. J'ai pu constater cet après-midi avec vos ateliers combien c'est parfois compliqué de se fédérer, d'utiliser la technologie moderne, etc. Mais voilà, il faut avancer avec son temps. Ça, je sais que vous y serez, vous y arrivez déjà
très bien et vous continuerez d'y parvenir de manière très intéressante. Mais il y a une chose qui à mon avis, est le défi qui va s'offrir à vous dans les prochaines années, c'est l'intelligence artificielle. On a le même problème à la radio, on a le même problème dans les documentaires à la télévision. Moi, je pense que c'est un peu comme Internet, c'est un peu comme tous ces outils technologiques. Il y a évidemment des questions d'éthique, des questions qu'il faut rejeter, ou en tout cas, il y a des aspects négatifs à surveiller. Mais il y a peut-être aussi des choses intéressantes à prendre. Thierry Marx, qui est mon grand copain en cuisine, me disait il y a quelques jours, on parlait des serres, des tomates sous serre, et je lui disais, pour une émission justement qui va passer demain à la radio, je lui disais, mais les serres, les tomates n'ont plus de goût, elles coûtent cher, beaucoup de gens critiquent la serre. Et il me dit, oui, mais la serre, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle permet d'économiser l'eau. Et en période de stress hydrique qu'on connaît maintenant, la serre peut être aussi un outil intéressant pour produire des tomates. Et le goût, après, c'est une question de personnel. On trouve le goût, chacun a ses différents goûts. Donc tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle, il faut la surveiller. Il ne faut pas forcément en avoir complètement peur. Elle peut être utile pour vous et notamment vous soulager dans certaines tâches pour des enregistrements. Je sais que certaines bibliothèques sonores enregistrent des magazines municipaux, des magazines... Peut-être une voix artificielle peut le faire de manière pertinente. En revanche, je crois que, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, pour tout ce qui est fiction, narrative fiction, les romans, la voix de l'humain compte parce que même si vous restez très neutre, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même l'intention du cœur qui passe. Et la voix restera l'outil majeur pour cette émotion-là. Voilà, alors juste pour vous dire que je vais essayer de mettre ma petite notoriété à votre disposition. J'ai déjà eu l'occasion de le faire l'an dernier sur France Inter. On m'a interviewé pour un de mes romans, un de mes bouquins. J'ai parlé de vous, j'ai dit l'importance de votre travail. J'ai un nouveau livre qui va sortir dans quelques semaines, qui est sur la maison de la radio. Et j'ai consacré un chapitre à la voix, justement. Et j'ai écrit une page ou deux sur la collaboration, en tout cas l'importance que j'accorde à ce parrainage et au travail que vous faites. Donc j'espère que ça portera un peu ses fruits. Et puis si, à l'occasion de la promotion de ce livre, on me permet de glisser quelques mots sur les voix, eh bien j'en dirai quelques mots de plus. Voilà. Et puis Julie, évidemment, le livre, si on a l'occasion d'en reparler dans quelques instants, je dirai ce que j'en pense, parce que c'est un très beau livre. Bravo, félicitations. Et merci à tous. Merci à vous. Monsieur Thomasson a réussi à répondre à toutes les questions que je voulais lui poser dans son propos. Comme ça, on va tout de suite passer à la suite. Mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà. On se serait coordonnés, on ne serait pas... Voilà. Mais c'est très bien. Félicitations. Voilà. Vous avez évoqué votre actualité littéraire. C'était une des questions que je voulais vous poser. Donc, je ne la reformule pas. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir passer... Est-ce qu'on avait un extrait ou pas, nous, à passer de M. Thomasson? Non. Non. Bon, on continue. Alors, on va passer, donc... Non. Ah ben non, voilà. Attends, recule encore. Il y a toujours des couacs. Hein. Voilà. Il en fallait un, le voilà. C'est pas grave. Non, c'est toujours Pierre-Marie. Alors, on va effectivement passer à l'évocation du prix littéraire et de sa remise. On va commencer par demander, en l'absence de Marie-Françoise, aux personnes qui ont fait partie du comité d'organisation de bien vouloir nous dire un certain nombre de choses. Alors, elles vont peut-être, elles, répondre à mes questions. En tout cas, je l'espère. Voilà. La première de ces questions, c'est quelles ont été cette année, comme depuis 2 ans à peu près, les conditions de réalisation de ce prix. Alors, Nicole et Monique, vous les avez devant vous, et c'est à Nicole que je pose la question. Juste avant de répondre à la question, Pardon, c'est vrai. Oui. Juste avant de répondre à la question, donc nous tenons à remercier, nous aussi, Marie-Françoise, puisque, bon, vous avez compris, on l'a un peu remplacée au pied levé. Donc, elle nous a fait quand même un petit brief. Elle nous a donné les chiffres. Elle nous a souhaité
bonne chance et bon courage. Donc il faut dire que effectivement c'est Marie-Françoise qui est la maître d'œuvre de toute cette organisation, qui est c'est pas une multinationale, mais vous verrez. Et donc elle met tout ça en œuvre et elle sait très bien gérer ses équipes. Et on a très souvent des échanges visio, etc. Donc elle gère tout ça parfaitement bien. Et on attend qu'une chose, c'est qu'elle revienne. Et on sera toujours là, bien évidemment, pour l'épauler. Donc pour répondre à la question, depuis 3 ans, le Penella, c'est, et ça c'est Dixit Marie-Françoise, une double poupée russe. Au départ, on a une toute petite équipe en face d'une grosse liste d'enregistrements. Et à la fin, on a un très grand groupe de lecteurs passionnés aux prises avec 3 titres qui auront été sélectionnés pour en extraire le lauréat. Alors, ça démarre en septembre, ça veut dire que là, dans quelques jours, on va redémarrer pour le prochain prix. Donc, en septembre 2022, notre système informatique Orphée, enfin, ce n'est pas lui tout seul qui le fait avec ses petits bras, je crois que c'est Élie, en l'occurrence, qui fait le travail. Donc, le système a mouliné la liste de tous nos enregistrements mis en ligne et nous a livré une liste de 400 titres qui correspondent à un certain nombre de critères. Donc, ce sont des romans ou des romans historiques ou des recueils de nouvelles qui ont été mis en ligne entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023. Ce sont des ouvrages qui sont écrits... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, parce que c'est 22, forcément 22. Forcément 22. Ils doivent être écrits par alors là, c'est l'orthographe inclusive. Donc, écrits par une ou un auteur français vivant, c'est-à-dire non décédé, et vivant en France. Donc, les doubles critères. Ça doit être un premier ou un second roman. Il ne doit pas dépasser en temps d'écoute entre 4 heures et 6 heures. Et il ne faut pas qu'il ait reçu d'autres prix, par ailleurs, des prix significatifs. On ne va pas essayer avec le Goncourt ni le Renaudot, et c'est très bien comme ça de toute façon. Donc, par rapport à tous ces critères, Orphée sait très bien faire tout ça. La date de mise en ligne, la durée d'écoute, le genre de l'ouvrage, etc. Mais ce que Orphée ne sait pas faire, c'est déterminer, parce qu'on ne l'a pas rentré, tout simplement. Il ne connaît pas la nationalité des auteurs ou des autrices. Il ne sait pas s'ils sont en vie ou pas. Ils ne savent pas s'ils habitent en France ou pas. Donc là, va se mettre en route toute une petite équipe de 3 personnes qui va récupérer tout ça, qui va élaguer. Alors, effectivement, il y a des phases d'évidence, puisque tout le monde sait que Mme Marguerite Duras n'est plus de ce monde. Donc, on élimine tout de suite. De toute façon, elle n'aurait pas eu droit à notre prix, je pense. Voilà. Et puis après, il faut descendre de plus en plus profond. Et en principe, sur Internet, même si tous les auteurs ou autrices n'ont pas de fiche Wikipédia, on passe du temps à chercher, à creuser. Il est où? Il habite où? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Enfin bon, voilà, etc. Et de ce travail donc de fourmi ressort une liste de 15 à 18 titres qui répond aux critères, et nous en reparlerons tout à l'heure. Tout à fait. Alors, l'édition 2023 et ses coulisses, tu viens d'en parler, Nicole. Pour ceux qui participent à notre congrès, ils le savent déjà, les remarques des audiolecteurs sont extrêmement importantes. On va en reparler aussi tout à l'heure. Mais peut-être vous pourriez nous dire aussi quelques mots sur le rôle des bénévoles dans les bibliothèques sonores. Alors effectivement, c'est la deuxième poupée russe du système. Voilà. Parce que ce prix littéraire s'appuie sur l'ensemble des bibliothèques sonores, sensibles bibliothèques sonores, et ce sont des audiolecteurs volontaires qui constituent le jury des 3 titres qu'on propose à leur écoute. Donc cela fait de notre prix un ovni dans le monde littéraire. Cette année, ce sont 391 audiolecteurs qui ont participé au jury et qui ont choisi leur lauréat, en l'occurrence une lauréate.
En outre, ils nous font part de leurs appréciations et dont vous jugerez tout à l'heure de la finesse et de la pertinence, puisqu'on va lire des témoignages. Ces audiolecteurs malvoyants ou non-voyants n'agissent pas seuls. Il y a une armée de bénévoles dans nos BS qui s'activent pour les contacter et les convaincre de participer, pour leur fournir les enregistrements et les fiches d'appréciation et les aider si besoin. Et tout cela sur une durée qui n'excède pas 3 mois. Donc un véritable challenge. Ces mêmes bénévoles envoient les éléments nécessaires au comptage des voix pour le 30 juin, dernier carat. Et cette date, c'est le coup d'envoi pour la publication nationale du prix, et donc le nom du vainqueur ou de la gagnante. Et c'est aussi pour notre président de contacter l'auteur, l'éditeur, en vue de préparer la cérémonie qui va se dérouler en septembre de la même année. Voilà. Donc, comme le soulignerait Marie-Françoise, qui est absente et qui nous entend, c'est un bel exemple d'organisation pluristructurelle pour parler comme nos technocrates. Alors, je crois qu'il faut surtout retenir, peut-être pas pleurer, etc., mais le bénévolat, l'engagement et cette envie aussi des audiolecteurs de participer à ce jury. Effectivement, très atypique. On en vient à la sélection de cette année. Nicole, alors tu vas nous présenter en quelques mots les 3 ouvrages que on va avoir à l'écran. Absolument. Donc on en revient à la liste dont je vous ai parlé tout à l'heure, une quinzaine de titres et donc d'auteurs. Et ces ouvrages vont maintenant passer entre les mains, ou même plutôt les oreilles, du groupe Qualité. Là encore, c'est un petit groupe de 4 personnes, dont une bénévole non-voyante. Et ça, c'est important, parce qu'elle a forcément l'extrême sensibilité de l'écoute et du résultat. Donc chacun va écouter à peu près 30 à 50%. On ne lit pas tout. Au premier stade, on ne lit pas tout forcément, qui vont écouter environ 30% de chaque ouvrage, avec comme objectif, d'abord, de porter un avis littéraire sur le texte, son intérêt, la qualité de son écriture, la qualité de l'écriture, tous ces critères qui feront quelque chose d'agréable à lire avec les yeux, là pour le lecteur. Et puis, dans un second temps, c'est s'attacher plus particulièrement à la qualité sonore de la lecture, l'absence de parasites, la fluidité, l'adéquation du ton avec l'histoire racontée. Et c'est par toutes ces qualités et par tous ces biais qu'on va pouvoir rendre le texte accessible aux personnes qui vont l'écouter ensuite. Et il faut qu'on soit capable de juger si le donneur de voix, la donneuse de voix en l'occurrence, laisse suffisamment la place à l'audiolecteur pour se faire sa propre histoire, pour s'emparer du texte, pour s'en approprier. Et on en revient, là je parle un peu de l'aspect technique, on en revient à ce qui avait été dit, je crois que c'était ce matin, l'importance de mettre sur le portail des ouvrages techniquement parfaits, c'est peut-être beaucoup demandé, mais bon, il est vrai que il est vrai qu'on est tombé quelquefois sur des ouvrages qui étaient sur le portail et on s'est dit c'est pas possible, on peut pas les garder et c'est dommage parce que la qualité littéraire peut être bonne, mais le rendu audio, ça laisse à désirer. Donc, il faut tenir compte de ça pour tous les livres qui vont tous les enregistrements qui vont sur le portail. Donc, à l'issue de ce travail, qui se termine en fin d'année, on a une liste officielle de 8 candidats, au PNLA. Donc, entre en lice à ce moment-là un comité de pilotage. Vous avez vu un petit peu l'organisation. C'est un groupe de 9 personnes qui sont réparties dans les régions et qui ont la charge d'écouter, alors là, cette fois intégralement, les enregistrements et de choisir les 3 titres que l'on estime devoir être proposés au palmarès.
Et donc, le regroupement, le collationnement de tous ces résultats doivent permettre d'obtenir 3 nominés officiels. Et donc, pour le PNLA 2023, il s'agissait de « Avant que le monde ne se ferme », de Alain Mascaro, classé premier à ce stade, « Furie » de Julie Ruocco, première ex aequo, « Ravissement » de Laurence Liotto, troisième. Mais il faut dire que les scores étaient extrêmement serrés et qu'il aurait été difficile à ce stade de dire vraiment qui aurait été le ou la lauréate avant l'arrivée, avant le final. Merci Nicole. Alors tu as évoqué le score très serré, mais nous avons une lauréate. Oui. On peut peut-être écouter un extrait. Alors, micro, parce que la qualité du son n'est pas excellente pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. D'accord. Voilà, donc très près du micro, merci. Donc, avant de lancer l'extrait, je vais lire sous le contrôle de l'autrice, je vais lire un résumé pour les rares personnes qui n'auront pas lu l'ouvrage, pour remettre un petit peu dans le contexte, parce qu'un extrait seul n'est pas forcément suffisant. Donc, en mission à la frontière turque, Bérénice, archéologue française dévoyée en receleuse d'antiquité, se heurte à l'expérience de la guerre. Dans la convulsion des événements, elle recueille la fille d'une réfugiée et fait la rencontre d'Azim, pompier syrien devenu fossoyeur. Exilé en Turquie, il fabrique de faux passeports. Aux morts enterrés dans son pays, il tente de redonner la vie par la résurrection de leur nom. La grandeur de sa tâche et la mesure de sa folie, celle de maintenir une mémoire vive au moment même de son effondrement. Entre ce que Bérénice déterre et ce qu'Azim ensevelit, il y a l'élan d'un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Nous allons écouter l'extrait. Ouais. Quelques mots pour introduire ces extraits. Bérénice est géologue, mais elle s'est plutôt dévoyée en trafiquante d'antiquités. Dans la Syrie en guerre, où elle s'est rendue pour affaires, 2 rencontres vont changer sa vie. Une petite fille et Assim, ancien pompier syrien devenu fossoyeur dans ce pays à feu et à sang, dont la population est piégée entre la dictature syrienne et la lutte contre l'État islamique. Ce sont ces 2 personnages dont vous allez faire la connaissance ci-après. Les frontières du camp s'étendaient à perte de vue et derrière les grilles, la chaleur faisait vaciller l'horizon. Bérénice sentit soudain un regard posé sur elle. De l'autre côté de la grille, il y avait une femme. Cela devait faire maintenant quelques mètres qu'elle marchait côte à côte le long de cette frontière barbelée. Ses vêtements avaient la couleur de la terre, son visage était creusé. Malgré cela, c'était comme se refléter dans un miroir. C'étaient les mêmes prunelles mates et cette banalité des traits. Pas après pas, leur rythme se fondait dans un lent mouvement de balancier. Les secondes passaient, et elles restaient absorbées dans leur marche silencieuse sans que leur regard se détache. Ce n'est qu'au bout de longues minutes que Bérénice remarqua la forme chétive qui se démarquait de leur ombre. Une enfant. La petite fille avançait, sa main dans celle de l'étrangère. Elle avait de grands yeux éteints qui ne regardaient rien. Enfin, la femme s'arrêta comme si elle les avait menés là où elle devait arriver. Juste ici, à leurs pieds, il y avait une entaille dans la clôture. En la regardant, Bérénice pressentit ce que l'on attendait d'elle. La femme en face sourit, et elle vit des larmes dans son sourire au moment où elle poussa l'enfant hors du camp. Bérénice comprit, mais resta paralysée. C'est seulement lorsque l'enfant trébucha qu'elle se précipita pour la rattraper. Elle la serra contre elle, de toutes ses forces. L'enfant ne pleurait pas, elle la fixait simplement de ses grands yeux noirs. De l'autre côté, la femme avait disparu, comme une morte emportée par le vent chaud du désert. Il n'en restait plus aucune trace.
Le bruit de la terre que l'on jette sur les corps. De tous les bruits de la guerre, c'est celui qui lui semblait le plus irréel. Peut-être parce qu'enterrer les morts, c'était la seule chose qu'il restait à faire quand tout se taisait autour d'eux. Les incendies enfin éteints, la ville reprenait ses couleurs de fin du monde. Encore une pelletée. Non, décidément, il n'arrivait pas à se faire au crépitement mat des gravats sur les bâches. Son cerveau n'était pas équipé pour ça. Dès qu'il fermait les yeux, son esprit cherchait au fond de lui des correspondances du passé. Le pire restait les enfants. Combien de fois avait-il percé des poches de débris pour trouver des corps de petites poupées, les yeux grands ouverts et à peine recroquevillés? Assim n'avait rien à répondre. Ça faisait longtemps qu'il ne priait plus. Il se contentait de les manipuler avec une précaution infinie, toujours un peu surpris par la douceur de leur peau. Cette douceur le mettait hors de lui. Pourquoi Dieu lui avait fait un corps aussi grand si ce n'était que pour serrer contre lui des cadavres d'enfants? Il se releva pour jeter un regard perdu autour de lui. Rien que des ruines fumantes. Il n'y avait plus de passants, que des ombres errant dans un labyrinthe sans issue. La ville s'était transformée en plaie ouverte sur les enfers, comme si on venait de retourner la terre avec une pelle immense. Oui, ça devait être ça. Alors, les audiolecteurs, je vais le dire un peu plus fort, ont toujours des réactions, des remarques, des impressions, des ressentis qui nous surprennent toujours. Et nous allons maintenant, avant la remise du prix, écouter un certain nombre de ces remarques lues par des donneuses de voix. Juste avant, Jocelyne, si tu veux bien, on n'a pas donné le score. C'est quand même important de savoir. On a dit que le score était extrêmement serré. Et il faut qu'on le donne quand même, ce score. Donc, simplement un mot pour vous expliquer le dépouillement des résultats. Donc, la méthode de classement, c'est simple. Chaque audiolecteur donne 1, 2, 3 pour son écoute. Donc, le titre en tête marque 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points. Et on fait donc ensuite les totaux. Et il est clair que c'est le titre qui a le moins de points qui est le lauréat. Donc, voilà le score. Avant que le monde ne se ferme, 790 points. Ravissement, 782 points. Et donc, Furie, 774 points. Donc, voilà, vous êtes la lauréate. Alors, écoutons donc les audiolecteurs à travers vos voix, mesdames, si vous voulez bien venir jusqu'ici. Commence. Catherine. Oui, je suis bien Catherine. Alors, et de quel BS tu es? BS d'Évreux. Et je suis donneur de voix à la BS d'Évreux. Donc, le commentaire de Sylviane d'Évry. Lire les œuvres pour le prix de l'audiolecture est toujours un étonnant voyage. Celui qu'ouvrent les nouvelles plumes. Cette année, les romans se distinguent par la force de leur thématique. Tous ont un point commun, la vie, plus forte que tout. Tous contraignent le lecteur à l'introspection. Tous les trois sont des voyages où la sensibilité est malmenée. 3 auteurs à remercier, car tutoyer leurs pépites est comme se noyer dans leur sillage où délibérément ils nous invitent. Merci à vous 3 qui m'avez enthousiasmé, qui avez semé le désordre dans mon esprit, mais quel désordre bénéfique! Pascal de Sanary.
deuxième coup de cœur. C'est pourquoi j'ai classé les 2 livres ex aequo. J'ai pris autant de plaisir et d'intérêt à découvrir le monde Zigan qu'à partager le destin tragique d'une famille syrienne avec au ventre la peur des djihadistes. L'écriture est délicate et pudique, le style sobre et maîtrisé. On ressent la peur, la cruauté, la souffrance, mais aussi la confiance et la compassion, l'humanité des uns face à la sauvagerie des autres. Le premier livre est captivant, le deuxième bouleversant. C'est pourquoi je n'ai pas pu les départager. Alors, le commentaire de Françoise Defresne. Ce livre m'a séduite à travers l'écriture riche et acérée de Julie Ruocco. Merci, madame, d'imposer ce titre désignant les déesses de la vengeance. Une réflexion implacable, une acuité impressionnante, bouleverse, bouscule, fait désespérer de l'humanité, fait croire en l'humanité. Oui, toujours les opposés. C'est ainsi que le jour meilleur est du futur et la lueur d'espoir omniprésente dans le courage et la détermination des femmes mises en lumière par votre puissante écriture. Jean-Claude de Valence. J'appréhendais cette lecture avec une certaine réserve, dans la mesure où il ne s'agissait peut-être de la naissance d'une histoire d'amour dans un contexte de guerre. Mais pas du tout. Et au cours du développement de l'intrigue, j'ai découvert une très belle écriture, avec certaines images poétiques, malgré l'horreur de la guerre présente, et ce conflit contemporain où la haine des belligérants semble sans issue. Un très beau livre où se rencontrent 2 vocations, 2 réflexions, qui se débattent dans un environnement qui leur échappe. Eliane de Toulon. Passionnant. Un début de lecture qui m'a fait abandonner la poursuite. Après hésitation, je l'ai reprise. L'information sur ces horreurs nous est imposée tous les jours. Mais en allant plus loin, je me suis attachée au déroulement des événements. Quelle force, quelle volonté pour ces hommes et ces femmes qui n'ont aucun sentiment de vengeance, mais le désir féroce de rebâtir un pays en souffrance. Je me sens solidaire de cet esprit qui les anime. Et voici ce qu'écrit Annie de la BS de Vernon. Une lecture qui ne m'a pas laissée indifférente. Un sujet fort, un style magnifique. Au cœur du conflit syrien, au plus près du peuple, Julie Ruocco crée avec Bérénice et Assim des personnages attachants, reliés par la même urgence, transmettre à tout prix le récit du calvaire des Syriens, de l'horreur des camps de réfugiés et des exactions des djihadistes. Témoigner pour lutter contre l'oubli et l'indifférence du monde occidental, donner une mémoire à toutes les victimes, dénoncer au monde entier la répression du régime. La puissance de ce texte vient aussi d'une écriture percutante, précise, d'où se dégage une certaine poésie, malgré la noirceur ambiante. Aucun mot n'est de trop. Une écriture recherchée qui exige parfois une lecture attentive et soutenue, mais tellement gratifiante. Merci, madame, de nous avoir fait partager votre érudition et vos convictions. Huguette de Grenoble. La guerre, toujours la guerre, avec son cortège de tortures, de souffrances, de massacres d'innocents. L'auteur nous met en face de ce tableau sinistre
et ne nous épargne aucun détail, à tel point que je me suis dit, je vais appuyer sur le bouton pour arrêter ma souffrance à moi, parce que cela devenait trop difficile à écouter. Et j'aurais eu grandement tort. Ensuite, j'ai fait connaissance avec une nouvelle Bérénice, mais pas seulement. Il y a ces femmes qui combattent journellement, qui font don de leur personne, de leur vie, elles le savent, ce qui n'empêche pas d'éclairer de leur sourire ces lieux dévastés. Finalement, d'avoir dépassé le moment d'avancer davantage vers les souffrances et l'horreur des premiers moments d'écoute, cela m'a appris beaucoup de choses qui me donnent à penser aussi. Et c'est bien ce que recherche l'auteur, non. En ce qui me concerne, le but était atteint. Annick de la Flèche. Voyage au bout de l'enfer. Tableau de Jérôme Bosch. Drame déclamé de la Grèce antique. Voilà ce que j'ai vu en écoutant ce livre. Chant incantatoire du mal et de la cruauté des hommes. La résistance désespérée des femmes, la quête de soi et de sens dans le chaos du monde. Bérénice a-t-elle enterré les furies assez profonds? J'ai écouté ce livre avec douleur. Il y manque seulement les jours couleur orange. Merci, mesdames, pour ces lectures qui nous plongent au cœur de la lecture et de l'écoute qui en a été faite, et puis aussi, justement, de ces impressions formidables de nos audiolecteurs. C'est un vrai jury littéraire. Je crois que vous en serez tous d'accord. Alors, le moment est venu, Pierre-Marie, de te lever. Monsieur Thomasson, de vous lever également pour accueillir Julie Ruocco, notre lauréate. Merci, Madame Cacciali. Julie, on se connaît un petit peu. Donc maintenant, oui. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va vous remettre c'est avec un grand plaisir que l'on va vous remettre ce 13e prix PLNA. Mais on a surtout de l'immense chance d'avoir auprès de nous notre parrain, donc Bernard Thomasson, qui lui aussi se fera un très grand plaisir de te remettre le prix. À toi, Bernard. Elle va dire un mot quand même. Hein. Il faut qu'elle nous dise j'ai vu qu'elle a été bouleversée en écoutant les... Et je la comprends parce que j'ai ressenti les mêmes émotions en 2016. Et je voulais dire des choses sur ce livre, mais je crois qu'ils l'ont dit beaucoup mieux que ce qu'on pourrait dire. Donc c'est magnifique. Petite réaction à ce que tu as entendu. C'est justement très difficile de réagir après autant de finesse et d'émotion. Je ne m'attendais pas à... C'est une surprise pour moi. Je ne savais pas qui allait être lu ici, ces commentaires. Et oui, c'est assez bouleversant de voir la finesse et aussi comment cette lecture a pu être ressentie. Car je l'avoue, lorsque je l'ai écrit, et je suis quelqu'un qui ne récite pas ses textes, quand j'écris, je ne me rendais pas compte de l'impact qu'il pouvait avoir. Et à la lecture et avec le talent de la donneuse de voix, je vois que c'est un texte aussi différent, qui peut être aussi écouté. J'ai compris que c'était une expérience qui pouvait être douloureuse. Et je suis à la fois, oui, extrêmement touchée que plusieurs étaient au-delà de leur première impression de rejet. Et je sais qu'il y en a eu beaucoup parce que c'est un livre qui peut être difficile à écrire déjà et à lire. Et là, je comprends qu'il peut être difficile aussi à entendre, car ça rajoute encore une strate de subjectivité. Et un immense merci à eux et à vous qui les avez lus. Je peux abuser pour lui poser encore une petite question, parce que moi, ce livre m'a bouleversé aussi, et ce qui m'a surtout frappé, c'est la puissance de l'écriture pour un premier roman et la force de la thématique. D'où est venue cette envie de raconter ça et de le raconter comme ça? Alors oui, c'est une question que sans doute je pourrais approfondir plus tard, parce que ici ça pourrait prendre un peu de temps. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années au Parlement européen
Et très vite, je me suis sentie rentrer dans une ornière assez technique. J'avais fait des études de sciences politiques, de géopolitique. Et lorsque j'ai commencé à travailler pour les institutions, je me suis assez éloignée de ces grands sujets, quitte paradoxalement à me détacher de l'actualité. Et c'est au cours d'une grande audition, donc dans une salle dans laquelle j'étais arrivée pratiquement par hasard pour récupérer une info très technique sur un dossier de géoblocking. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est très chiant après. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait une délégation de réfugiés yézidis dans cette salle. Des femmes qui avaient vécu l'enfer et qui avaient encore eu la force, non seulement d'y survivre, mais de traverser la mer pour nous rendre compte de ce qu'elles avaient vécu. Et moi, là, je me suis retrouvée à partager la même pièce qu'elles et sans savoir qu'elles allaient intervenir. Et je me suis dit, mais à quel point les ornières, en fait, de mon travail institutionnel ne m'avaient même pas donné, enfin, je n'avais pas pris le temps de lire l'agenda jusqu'au bout et de voir qu'elles allaient intervenir. Et je suis sortie de cette salle avec une honte immense. Et là, je me suis dit, j'avais pas encore ce projet de roman, mais je me suis dit, me sentant tout à fait impuissante dans ma position de petite assistante parlementaire à Bruxelles, je me dis, la seule chose au moins que je puisse faire à mon échelle, c'est d'arrêter de détourner les yeux. Parce que j'ai tout à fait conscience qu'à force de matraquer des images extrêmement sensationnalistes, il y a une fatigue qui s'installe. Et je ne critique pas du tout cette fatigue. Elle est humaine, c'est une forme de protection. Et ce que je me suis dit avec un livre, c'est que vous connaissez la légende de la Méduse, Persée, pour triompher d'elle, ne la contemple pas directement, il la contemple à travers un bouclier. Et c'est grâce au reflet qu'il arrive à la vaincre. Et je me suis dit, finalement, la fiction, ça peut être notre bouclier. C'est-à-dire quand c'est trop compliqué de regarder la réalité bien en face, le roman nous offre un miroir de biais avec des personnages. C'est plus facile, on met une existence humaine sur des statistiques. Vous connaissez l'adage, une mort c'est une tragédie, 10 000 c'est une statistique. Et moi je voulais sortir de la statistique avec ce livre. Et je vous remercie parce que vous l'avez aussi incarné et ça a dû être extrêmement difficile. Donc encore merci à vous tous. Deuxième cadeau, c'est une grande enveloppe, n'est-ce pas? Vous allez m'aider? Il fallait bien une enveloppe assez grande pour mettre le chèque, n'est-ce pas? Voilà la remise du chèque traditionnel de 1 000 € pour notre lauréate. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie. Je me permets de vous dire, Julie, vous pouvez regagner votre place. Voilà. Eh bien voilà, après ces moments d'émotion, nous allons poursuivre. Nous avons encore quelque chose à écouter, et d'ailleurs, on va continuer. Voilà. C'était ça qui devait arriver tout à l'heure, qui n'est pas arrivé. Voilà. On va écouter M. Thomasson nous parler d'un extrait, ou plutôt, nous allons écouter un extrait du dernier livre de M. Thomasson, L'arrière-cuisine. Peut-être vous nous en direz 2 mots, parce qu'il y a le titre, mais il y a aussi ce qui se passe en arrière-cuisine, justement. L'arrière-cuisine. Portrait bouillonnant, histoire gourmande et recettes délicieuses de 25 chefs français. Bernard Thomasson. Durant les séances d'enregistrement, au fur et à mesure que je bavarde avec mes hôtes, quand je les vois confectionner en un tournement un plat d'excellence que nous prenons le temps de déguster ensemble, et dont vous trouverez la recette après chaque portrait, quand je les écoute me confier comment la cuisine est entrée dans leur vie, quel cheminement de labeur il leur a fallu pour atteindre un tel niveau, l'homme de radio cède aussitôt la place à l'écrivain. J'entends des histoires uniques, je vois des romans se dérouler sous mes oreilles. Gilles Goujon me raconte, les larmes aux yeux, comment il apprend en remportant un concours régional de jeunes apprentis que son père disparu quelques années auparavant rêvait d'être cuisinier et non pilote de chasse. Une révélation dans laquelle l'adolescent puise les forces pour devenir 3 étoiles et meilleur ouvrier de France.
Anne-Sophie Pic m'avoue les immenses doutes qui l'ont saisie lorsqu'elle succède à son père Jacques, lui aussi brutalement disparu, le poids d'une renommée pour la maison qui porte son nom. Grand-père triple étoilé, papa triple étoilé, serait-elle à la hauteur? C'est son arrière-grand-mère Sophie, fondatrice de la lignée, qui devient son phare intérieur. Thierry Marx, délinquant potentiel de banlieue sauvé par la discipline culinaire et le sport. Julia Sedef-Jean, volontaire et courageuse, quitte Nice pour tenter sa chance à Paris, s'inscrit à Pôle emploi et gravit les échelons pour devenir la plus jeune étoilée de France. L'épanouissement final s'obtient au prix d'une vie de sacrifice, de souffrance, de combat et quand même parfois de bonheur. Avant de prendre la lumière, grâce à la cuisine, il faut s'extirper de la pénombre d'une arrière-cuisine. Ayant vu mon père s'activer tant bien que mal dans sa petite cuisine et chercher à rester au plus près du sain et du goût, j'admire d'autant plus le courage, le talent et l'inventivité de ceux qui se mettent derrière les fourneaux pour procurer chez leurs convives une émotion. J'ai découvert, aux côtés de Thierry, l'infini du monde culinaire. Un infini que l'on retrouve dans ces 25 portraits de personnalités hors du commun, dans leur parcours de vie d'une richesse absolue, dans leur cuisine à la fois universelle et tellement intime. C'est un nouveau voyage que j'engage ici, en votre compagnie, un voyage littéraire auprès de ces chefs et chefs aussi attachants que magnifiques. B.T. Merci. Si je puis dire, voilà qui nous met en appétit. Je vais faire court parce qu'il est l'heure d'aller manger. Donc... Non, mais j'ignorais que vous alliez passer un extrait de ce livre qui est mon dernier, qui est sorti l'an dernier. Ce sont des portraits de chefs que j'ai rencontrés pour la radio. J'ai fait des portraits radio. Et ce que disait c'est l'introduction. C'est vraiment des romans qui se déroulaient sous mes yeux. Alors moi qui écris des romans, on puise dans la même... Ce que tu as dit tout à l'heure sur la vie qu'on oublie de regarder, le roman permet aussi de faire un pas de côté pour raconter des choses qui s'extirpent. Le journaliste et le romancier puisent dans la même source de la vie. Et ces chefs-là, c'est des gens extraordinaires. Donc j'ai écrit 25 petits romans de ces 25 chefs que j'ai rencontrés, chefs et chefs ES. Et voilà, ce sont des portraits. Donc c'est lui qui est sorti l'an dernier. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec l'évocation d'un partenariat qui nous est très cher, celui avec la société Odigo. Et je vais demander à Camille et Alain, vous avez vu que j'évite encore voilà, les difficultés, Bernard, Dominique, de venir jusqu'ici pour évoquer ce partenariat. Merci. Alors, ce partenariat entre l'ADV et Odigo est donc représenté ce soir par Camille et Alain, que nous connaissons déjà, puisqu'ils nous ont fait l'amitié de venir déjà et donc de revenir. Ils doivent se plaire parmi nous, je pense. On va vous demander de revenir tous les quatre sur la manière dont vous avez travaillé ensemble pour ces ouvrages qui désormais sont en ligne et ont été l'objet d'un travail important de la part des personnels d'Odigo et de la part des bénévoles qui les ont accompagnés. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, peut-être... Je commence, donc si vous voulez... Ouais. Je voulais juste revenir sur la raison d'être en fait, de notre soutien aux donneurs de voix. Odigo a une très vieille histoire qui a commencé en fait avec les serveurs vocaux et aussi avec ce que vous faisiez maintenant aussi au quotidien pendant certaines BS, de lire le journal au téléphone à l'époque. Et donc on cherchait une association qui nous ressemble et on s'est tout de suite trouvé avec l'ADV. Cette voix, on l'a entendu, ce lien social, ce premier lien, c'est quelque chose de très fort. Donc ça nous tenait à cœur de vous soutenir. On est toujours très heureux de vous soutenir. Et je vais une fois encore remercier grandement Marie-Françoise, qui est le moteur. Chef d'orchestre.
le moteur, le chef d'orchestre Elle nous écoute. de l'animation de ce partenariat auprès de nos collaborateurs, parce que au-delà du soutien financier, il nous tenait à cœur de pouvoir embarquer certains de nos collaborateurs qu'ils souhaitaient pour être donneurs de voix le temps d'un enregistrement collectif. Et là, de venir enregistrer des recueils de nouvelles un peu plus longs qui permettent cette lecture partagée. Et je vais laisser la parole à nos formidables coachs. Alors peut-être d'abord, est-ce que les personnels qui se sont pliés à cet exercice, on pourrait dire à cette épopée, parce que ce n'est pas sans mal, est-ce qu'ils ont trouvé un intérêt particulier ? Est-ce qu'ils vous remontent un petit peu la manière dont ils voient et dont ils vivent ce moment et de formation et de production ? Oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir moi-même d'enregistrer une nouvelle. Et ce qu'on trouve vraiment passionnant, c'est effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure, la neutralité nécessaire dans la voix et le travail d'accompagnement qui est fait également par les formateurs qui est fantastique et qui permet à des gens comme nous qui n'avons absolument pas l'habitude de nous exprimer et d'écouter notre voix et de nous enregistrer à finalement faire un travail en quelques semaines qui, quand on l'écoute, est également assez émouvant. Merci à vous. Alors, je crois que parmi les formateurs, justement, il y a également Donia Twill, voilà, contributeur, mais elle n'est pas présente. Bon, mais je m'en voudrais de ne pas la citer. Voilà. Alors, quelques mots sur... Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Pierre-Marie de nous avoir conviés à ce congrès. Dominique et moi, Marie-Françoise, qui est absente, devait nous rejoindre effectivement. Ça me permet de rencontrer Alain et Camille, que j'ai vus de nombreuses fois, mais en visio, c'est pas du tout la même chose. Et puis, je suis particulièrement ému aujourd'hui quand même, parce que, alors c'est pas parce qu'il y a la salle devant moi, ça va, c'est parce qu'il y a Marie-Françoise qui me regarde. Et Marie-Françoise, on a coutume de l'appeler la patronne dans le groupe. Et elle nous appelle ses boys. Vous voyez un peu le rapport qu'on a? On l'adore, Marie-Françoise, bien sûr. Alors, je ne vous la présente pas, vous la connaissez depuis longtemps maintenant. Je vous présente Dominique Schub, qui est de l'ABS de Metz, qui est donneur de voix, donneur de temps, responsable des donneurs de voix à Metz, et qui a rejoint l'équipe Odigo. Alors, on s'appelle, nous, comme ça, équipe Odigo, hein, on est intégrés maintenant. Moi-même, Bernard Van Lerberg, donc je suis donneur de voix et donneur de temps à l'ABS de Quimper, et je suis quasiment depuis le début sur le partenariat Odigo. On a une production alors qui commence à s'étoffer depuis 3 ans maintenant. C'était la question suivante. Eh bien, j'ai la réponse. En 2021, on a animé 3 groupes, c'était le départ. Un premier groupe de 9 donneurs de voix Odigo qui ont enregistré ensemble les 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez. Alors, je vous donne les titres, c'est bien, parce que vous allez pouvoir piocher dedans. Ce sont des recueils de nouvelles qui nous ont vraiment plu aussi à enregistrer. Le deuxième groupe, alors là, c'était un petit peu plus trivial. On a enregistré, alors je dis on, même si notre voix n'y était pas, parce qu'on était dans le groupe, le titre « Un gros bobard et autres racontards » de John Riel. C'est aussi l'intérêt de participer à ces travaux-là, c'est de découvrir des ouvrages qu'on n'aurait pas découverts autrement. Le troisième groupe de 2021, représenté par 8 collaborateurs d'Odigo, ont enregistré ensemble Tout à l'ego de Tonino Benacquista, pour ceux qui connaissent. Prenez des notes, parce que vous n'aurez pas le... On n'y reviendra pas. En 2022, on a également animé 3 groupes. Le premier, composé de 8 personnes, a enregistré Les Contes carnivores de Bernard Quirini. Il y a des pépites là-dedans. Allez-y si vous ne connaissez pas. Enfin, quand je dis allez-y, vous vous connectez au portail et vous téléchargez le livre qui a été enregistré par Odigo, bien sûr. Le deuxième livre, le deuxième groupe, par 9 collaborateurs, c'était Une vie à coucher dehors de Sylvain Tesson. Alors des ouvrages, vous voyez, complètement différents, très éclectiques. On essaye aussi, pour nous, de varier les plaisirs. Et le troisième groupe de 2022 a enregistré, là il y avait 10 collaborateurs, Être un homme de Nicole Krauss.
un ouvrage peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile aussi techniquement à lire. Et on a attaqué 2023 avec, pour le 7e groupe hein, qui a enregistré la première partie du Scandale du siècle de Gabriel Garcia Marquez également. Et l'ouvrage étant tellement touffu, hein, complexe, on l'a séparé en 2 parties. Et le groupe 8 qui va démarrer là dans quelques jours, le groupe 8 va enregistrer la 2e partie. Et à chaque fois, le découpage permet d'avoir un nombre de pages à peu près équivalent. Et je vais laisser la parole à Dominique. Alors juste pour vous dire quand même que ce partenariat, il est très intéressant pour nous aussi, je pense pour l'ADV. C'est très enrichissant de travailler comme ça avec des donneurs de voix qui sont peut-être éphémères, mais certains d'entre eux intègrent également des bibliothèques sonores. Je crois qu'on a intégré, en tant que donneur de voix, quelques-uns de Tout à fait. collaborateurs. Et un travail différent aussi pour la formation. On est en visio exclusivement, il n'y a pas de rencontre physique. Et on a un coaching, alors je le dis comme ça, un coaching un peu plus intense qu'avec des donneurs de voix traditionnels qui sont sur un temps plus long aussi de formation et d'intégration. Voilà, je passe la parole à Dominique qui va vous préciser un peu les modalités de notre travail. Merci. Bonjour à tous. Marie-Françoise, un grand merci aussi à toi, parce que, eh bien, comme sans doute beaucoup, elle a contribué à me mettre le pied à l'étrier sur un certain nombre de dossiers, un certain nombre de pièges aussi. Mais Odigo n'est pas un piège. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tous les cas dans tout ce que tu m'as confié, Marie-Françoise. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce cadre-là, après avoir œuvré à la bibliothèque de Metz, que j'ai pu, depuis 1 an et demi, 2 ans, travailler à prendre en charge la formation des donneurs de voix. Et là, comme tu disais, Bernard, aussi, on est dans un cadre avec Odigo qui est vraiment très, très différent, puisqu'on a des exigences un petit peu de timing qui sont voilà, un timing beaucoup plus serré que ce qu'on peut connaître avec nos donneurs de voix en BS, où on a quelques mois pour les former, on prend le temps, on voit les choses en détail. Là, c'est beaucoup plus serré. On se donne une exigence de sortir un groupe, enfin de former le groupe en 2 séances d'1 heure et demie. On a à produire le livre ils ont à produire le livre dans les 2 mois, 3 mois. Donc même si le livre effectivement est un travail de groupe, eh bien ça demande une mise en œuvre particulière. Ça demande justement, parce que c'est un travail de groupe qu'on n'est pas habitué à faire. Donc la particularité un petit peu, et là j'en reviens à ce qui était prévu, on peut parler de la particularité du profil des participants, hein. Donc il s'agit effectivement, comme vous l'avez compris, d'un enregistrement à plusieurs voix, avec les spécificités que ça demande, notamment au niveau du travail de préparation, parce qu'il faut effectivement quelque part morceler l'ouvrage, alors plus ou moins intelligemment, plus ou moins équitablement, hein, en fonction du travail qui est proposé. Mais en même temps, c'est une chance, parce qu'on peut peut-être aussi s'appuyer sur les qualités des uns et des autres. Je pense par exemple aux langues étrangères, ou voilà, dans les tests qu'on fait préalablement, dans les essais que les gens font préalablement, on a peut-être moyen de détecter certains points forts ou certains points faibles, et puis de pouvoir s'en servir. C'est aussi... on travaille avec des gens qui sont souvent plus jeunes que les donneurs de voix habituels de nos bibliothèques sonores. Alors, ça a aussi une
des caractéristiques particulières, parce que c'est des gens qui ont une façon de lire un petit peu plus jeune et dynamique, accélérée, c'est souvent le cas. Moi, je me souviens que quand les personnes que je suivais, notamment une, où on est toujours obligé de dire attention, prends ton temps, ne précipite pas les choses, articule, voilà, mais les ponctuations aux bons endroits. Voilà. On est sur un petit peu une génération qui est un peu moins dans l'expression. Voilà. Donc, on a ces éléments-là à prendre en compte. Alors, ce sont aussi des gens qui sont plus à l'aise avec la partie informatique, hein, de par leur parcours professionnel. Voilà, c'est des gens qui touchent à ce domaine-là de façon régulière. Donc, pas de problème pour télécharger des choses, pour transmettre des informations, pour se mettre sur Audacity, pour paramétrer l'outil, voilà, pour communiquer en Zoom. Donc, tout ça, voilà. Tout ça, ça se fait naturellement. Mais c'est vrai que c'est plus, en tous les cas, moi, dans l'expérience que j'en ai, c'est plus sur la qualité de lecture qu'on a dû insister. Je ne sais pas si Bernard, tu partages ce sentiment-là. Bon, la difficulté aussi, c'est que on impose un timing relativement serré, vous et nous, mais c'est vrai que du coup, les gens qui sont en situation professionnelle, ils ont aussi d'autres objectifs. Ils sont là, en fait, en tant que volontaires. Hein, en aucune manière, Odigo va mettre une pression pour que ces gens-là puissent atteindre leurs objectifs avec nous. Mais c'est plutôt nous qui leur mettons la pression parce qu'on se fait un devoir de pouvoir rendre les bouquins dans le temps prévu parce que on a des groupes qui s'enchaînent et puis voilà. Donc on a voilà, donc des gens en fait à l'aise avec la partie informatique. Il faut aussi voir que cette activité, elle est proposée par vous. Hein. À aucun moment, je pense que vous imposez des choses en quoi que ce soit. Ils n'ont pas non plus de retour forcément en termes de statut ou de promotion. Enfin, ça, c'est voilà. Mais ce sont des gens parfaitement volontaires, mais dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, ça explique aussi parfois le manque de temps qu'ils ont pour cette activité. On est sur, vous l'avez dit, je crois, certains ont repiqué au jeu, certains, on appelle ça, nous, les redoublants, voire même des gens qui s'inscrivent dans des BS pour continuer l'activité de donneur de voix, ça c'est bien. Donc voilà, on peut parfois trouver, enfin je pense que les gens trouvent souvent intérêt à ce qu'ils ont fait, enfin en tous les cas les retours qu'on a sont toujours très positifs sur cette expérience-là qu'ils ont. Et l'activité, alors c'est une activité qui, donc il n'y a pas un objectif de poursuite véritablement, mais bon, certains en se prenant en jeu y arrivent. On a juste terminé par quelques particularités au niveau de la formation et du suivi, puisque la formation, elle est évidemment, comme on l'a dit, elle est plus concentrée. Elle s'effectue en visio par sous-groupe. Voilà, quelques heures de formation suffisent. Enfin, elles ne suffisent pas forcément, mais en tous les cas, c'est ce qui nous est proposé et on fait avec. Donc un timing serré, comme je l'ai dit. Et puis l'objectif, là aussi, vous l'avez dit, c'est que le livre puisse être monté sur le serveur, donc respecte toutes les contraintes qu'on a l'habitude, nous, d'imposer à un ouvrage pour qu'il puisse suivre ce cursus et être diffusé. Donc là, tout ça, en tous les cas, ça se fait souvent dans la bonne humeur, même s'il faut parfois galérer pour voir pousser, mais parce que voilà, on a des timings serrés, comme on l'a dit. Mais on arrive à une production de qualité, et puis même si nous, on a parfois en tant que coach et puis en tant que vérificateur, un peu plus de boulot qu'on en aurait d'habitude, je pense qu'on le fait avec facilement et avec bonheur, voilà, avec plaisir. Merci beaucoup pour ces témoignages. Peut-être que vous souhaitez l'un ou l'autre conclure sur ce partenariat et ses destinées. Déjà, on va dire, on est ravis de continuer avec ce groupe et puis à vous soutenir l'année prochaine.
je suis très bavarde, mais je vais essayer de faire très court. Je voulais quand même remercier chaleureusement, bien sûr, Marie-Françoise, mais aussi Dominique et Bernard, parce qu'ils font un travail de coaching très, très serré. Et puis, nos collègues Odigo, parfois, ont tendance à disparaître dans la nature, ce qui complique un peu les choses. Donc, merci beaucoup pour votre persévérance et votre patience. Et puis, bravo à vous tous et à tout ce que vous proposez. J'espère que vous avez pris les notes sur les ouvrages. Si vous avez des retours de vos audiolecteurs sur la qualité ou les voix de nos volontaires Odigo, on est preneurs, donc n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci Camille. Alors moi, je vais vous lire un échange de mails que j'ai pu choper comme ça, donc entre Marie-Françoise et Camille. Tu es là, Camille? Voilà. Donc, c'était au mois de juillet. Marie-Françoise envoie un mail à toute l'équipe. Hein. Donc, bonjour à tous. À l'occasion de la communication Odigo qui est en cours, je me suis replongé dans les réalisations effectuées au long de notre partenariat et partage avec vous 6 juin l'état et lieux des suites au dernier enregistrement. Ça fait référence au tableau que tu nous as lu. Et en ce qui concerne l'équipe ADV, je peux dire, je pense sans me tromper, que nous sommes assez fiers du résultat. J'espère qu'il en est de même dans le camp Odigo. Bonnes vacances à tous et à bientôt pour les nouvelles aventures. La réponse de Camille. Bonjour Marie-Françoise. Ça va être plus court, ça va être plus court. Dans le camp Odigo, on partage la même fierté du bilan à date, mais surtout, on se sent très chanceux de vous avoir en coach pour accompagner nos volontaires. Les communications internes et externes ont été diffusées et on leur saute dessus à la rentrée pour la constitution du prochain groupe. Bel été à tous. Voilà. Merci à vous. Eh bien voilà, il y a quelques mots qu'on peut retenir, la fierté, l'engagement, les difficultés, mais aussi les belles réussites. Merci à tous. Voilà, tout a une fin et la conclusion, c'est Pierre-Marie qui va la faire. Avant, je vous précise que Madame Ruocco va pouvoir vous dédicacer son roman à l'extérieur. Comme ça, vous ne craindrez pas la chaleur du dedans. Oui, merci. Désolée, je ne vous tiendrai pas longtemps parce que c'est vrai qu'intervenir tout de suite après ces commentaires très bouleversants, ça m'a un peu séché, donc je n'ai pas pu remercier comme je le devais. Je voulais particulièrement adresser un merci à la donneuse de voix du roman Furie. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais j'avais eu le plaisir de la rencontrer à un festival de Chambéry, et je voulais dire que grâce à elle, ma grand-mère a pu prendre connaissance du roman. Parce que avant ça, quand je lui ai offert ce livre, elle l'avait gardé sur la petite cheminée, avec les photos de mariage des autres petits-enfants et des arrière-petits-enfants, parce qu'elle considérait sans doute que c'était son arrière-petits-enfant venant de moi. Et en fait, elle a raison, parce qu'un livre, lorsqu'il n'est pas lu, lorsqu'il n'est pas raconté, ça reste un objet mat. Et en fait, grâce à vous, elle a pu prendre connaissance de ces personnages. Alors, c'est vrai qu'on vous a lu des extraits particulièrement durs. J'ai conscience que ça a un peu échaudé aussi la salle. Mais je voulais dire que pendant l'écriture de ce roman, j'avais l'immense chance, en réalité, d'avoir été en contact avec énormément de lumière, de courage, de ces hommes et de ces femmes qui étaient restés debout alors que tout s'effondrait autour d'eux, et qu'il y a surtout 3 mots, moi, que j'avais découverts pendant mes recherches en 2019, lorsque je travaillais sur le Rojava, qui est cette région du nord-est de la Syrie. C'est les mots Jihan, Asadi, qui signifie femme, vie, liberté. Je suis sûre que vous l'avez entendu très récemment aussi, de par les soulèvements qui ont lieu en Iran. Et voilà, donc c'est un soulèvement qui a commencé en Syrie, qui se poursuit maintenant. Et un immense merci, c'est ça, aux donneuses de voix qui lui ont permis aussi d'exister autrement et auprès d'autres personnes. Donc encore merci à vous et soyez fiers de ce que vous accomplissez au sein de cette association. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup. Merci Julie. Bon, tu m'as facilité la vie parce que tu conclus d'une manière magistrale. Bon,
Voilà. Alors tout simplement pour dire qu'effectivement, il y a une période de dédicace qui est prévue. Donc on a obtenu 60 livres dédicacés. Donc normalement, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup et merci à tous. Alors non, c'est toi qui es la chef du protocole. Ah bah oui, moi j'ai fait mon travail. Elle se rappelle plus. Non, on va au cocktail. Marie, Jackie et alors tu nous vas-y. Juste en dessous là, voilà. Voilà, donc, quelques pas et vous y arrivez. Voilà. Ça va faire du bien de s'aérer. Merci voilà. Pierre-Marie. Merci. Merci pour votre écoute. Donc demain, les pouvoirs et les chambres. Enfin, les bulletins de vote et les chambres. Bulletins de vote entre 8 et 9, les chambres libérées à 10 heures.